Mon père me l'a dit droit dans les yeux, tu donnes ta maison à ta sœur. Comme si la maison que j'avais mis des années à acheter leur appartenait d'une certaine manière, alors j'ai répondu, voyons ce que le tribunal a à dire à ce sujet. Je m'appelle Clémence Dubois et j'ai 31 ans. Pour la plupart des gens, acheter une première maison est censé être la preuve que la vie prend enfin la bonne direction. Pour moi, ce fut le début d'une guerre que je n'avais jamais demandée. Mon père me l'a dit droit dans les yeux, tu donnes ta maison à ta sœur. Pas en me demandant, pas en me suggérant, mais en me le disant. Comme si la maison que j'avais mis des années à acheter leur appartenait déjà. Alors j'ai répondu, voyons ce que le tribunal a à dire à ce sujet. Je suis célibataire, je travaille dur et je suis enfin bien dans ma vie. J'ai acheté ma première maison l'année dernière. Rien d'extravagant. Juste une modeste maison de 3 chambres avec un petit jardin. Mais pour moi, c'était la liberté. C'était le premier endroit de ma vie qui m'appartenait sans condition, sans les règles de quelqu'un d'autre, sans avoir l'impression d'attendre d'être expulsé. Malheureusement, la paix ne dure pas longtemps quand on vient d'une famille comme la mienne. Mon père a 62 ans maintenant, il s'est remarié et a passé la majeure partie de ma vie à agir comme si l'éducation parentale était quelque chose qu'il pouvait faire à temps partiel. Il a manqué des anniversaires, ignoré des événements scolaires, et parle encore comme s'il avait tout sacrifié pour moi. Quand ma mère est morte dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans, il s'est remarié avec Sylvie presque immédiatement 2 mois plus tard. Je demandais encore quand maman rentrerait à la maison et il laissait déjà une autre femme choisir de nouveaux rideaux. Sylvie, ma belle-mère, a 58 ans et agit toujours comme si elle en avait 30. Faux ongles, sourire forcé, extension capillaire et une voix qui peut transformer n'importe quelle phrase en insulte. Elle était hôtesse de l'air et a construit toute sa personnalité autour de ça. Renifle maintenant, elle gère une garderie, ce qui est ironique car elle supportait à peine de m'élever. Ensuite, il y a Laura. Elle a 29 ans, techniquement ma demi-sœur. Bien que nous soyons aussi proches que 2 étrangers faisant la queue dans la même épicerie. Elle a toujours été l'enfant chéri. Mon père et Sylvie louaient tout ce qu'elle faisait, même quand il n'y avait rien à louer. Laura faisait des choix désordonnés, avait toujours besoin d'argent, avait toujours des drames, et d'une certaine manière, j'étais toujours l'égoïste pour avoir construit une vie stable. En grandissant, Laura était la princesse de la maison. J'étais l'inconvénient. Quand j'avais 8 ans, Sylvie a dit, je n'élève pas l'enfant gâté de quelqu'un d'autre. Gâté était drôle étant donné que je n'ai même pas eu le vélo que mon père m'avait promis pour Noël. Après cela, ils m'ont envoyé à l'internat et ont appelé ça une meilleure éducation. Je savais ce que c'était vraiment. Sylvie voulait sa petite famille parfaite sans moi sur son chemin. Et mon père était trop faible pour l'arrêter. Alors, j'ai grandi en apprenant à ne pas attendre que quelqu'un me sauve. J'ai fait des études. J'ai trouvé un emploi décent. J'ai économisé chaque centime. J'ai sauté des vacances. J'ai vécu dans une Ford à 40 litres de carburant, j'ai travaillé tard, mangé des repas bon marché et je me suis dit que, un jour, j'aurais une porte que je pourrais verrouiller derrière moi et me sentir en sécurité. Cette porte était ma maison. Quand j'ai dit à mon père que je l'avais achetée, il ne m'a pas félicité. Il a juste dit, ça doit être sympa. Pourtant, une partie stupide de moi voulait qu'il la voie. Peut-être que je voulais la preuve que j'avais enfin fait assez pour être respectée. Alors, j'ai invité mon père, Sylvie et Laura à ma pendaison de crémaillère. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Sylvie est entrée la première, ses talons claquant sur le parquet comme si elle entrait dans un endroit qu'elle détestait déjà. Elle a balayé la pièce du regard et a dit, « Eh bien, c'est douillet. » Bien pour une célibataire, je suppose. Mon père a à peine regardé autour de lui. Tu aurais dû me demander avant d'acheter. Je connais une chose ou deux sur les investissements. Laura est entrée la dernière, les yeux rivés sur son téléphone. Bel endroit, a-t-elle murmuré comme si les mots avaient un mauvais goût. Puis les critiques ont commencé. Sylvie détestait mon canapé, mes rideaux, ma cuisine, mon quartier. Mon père a remis en question le prêt hypothécaire. Laura a pris des selfies dans un coin et a dit à quelqu'un en ligne, « Je suis à la pendaison de crémaillère de ma sœur. » Ce n'est rien d'impressionnant.
J'ai souri à travers tout ça jusqu'à ce que mon visage me fasse mal. Quand ils sont enfin partis, je suis restée dans le salon silencieux, entourée de la nourriture que j'avais préparée et du silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Je pensais avoir survécu au pire. Je me suis trompée. Une semaine plus tard, mon père a appelé. « Nous devons parler », a-t-il dit. J'aurais dû ignorer l'appel. Tout en moi voulait dire non. Mais la voix de mon père avait ce poids grave et sérieux qu'il n'utilisait que lorsqu'il voulait que je me sente coupable avant même de savoir de quoi j'étais coupable. « Peux-tu rentrer ce soir ?» a-t-il demandé. « C'est important. » Maison. Ce mot sonnait toujours étrange venant de lui. Sa maison n'avait plus l'impression d'être un foyer depuis la mort de ma mère. Elle était devenue la maison de Sylvie, remplie des décorations de Sylvie, des règles de Sylvie, des petits commentaires acerbes de Sylvie, et de la fille de Sylvie traitée comme une royauté pendant que j'apprenais à disparaître. Pourtant, j'y suis allée. Le trajet a semblé plus long qu'il n'aurait dû l'être. Leur quartier ressemblait exactement à avant. Légèrement fatigué, légèrement négligé, avec les flamants roses en plastique de Sylvie toujours penchés dans le jardin comme s'ils étaient eux-mêmes épuisés par le drame familial. Je suis restée dans l'allée pendant une minute entière avant d'entrer. Au moment où j'ai franchi le seuil, j'ai su que ce n'était pas une conversation. C'était une embuscade. Sylvie était assise sur le canapé, les bras croisés, ses faux ongles tapotant son coude. Laura était assise à côté d'elle, les yeux baissés, reniflant de manière dramatique. Mon père faisait les 100 pas près de la cuisine, répétant sa colère à voix basse. « Que se passe-t-il » ai-je demandé. « Assieds-toi » a dit mon père. Je suis restée debout une seconde de plus qu'il ne l'aurait voulu, puis je me suis assise en face d'eux. Il me regardait comme si j'avais personnellement ruiné sa vie. « Es-tu aveugle » a-t-il claqué. J'ai cligné des yeux. « Excuse-moi ? Es-tu aveugle ou choisis-tu simplement de ne pas voir ce qui se passe autour de toi » a-t-il dit. Tu as acheté cette maison et maintenant tu agis comme si tu étais trop bien pour tout le monde. C'était ça. Le ressentiment, la jalousie, la même amertume qui avait dégouliné de sa voix quand je lui avais dit pour la première fois que j'avais acheté l'endroit. Je me suis penchée en arrière. J'ai dû manquer toutes ces années où tu étais un père si dévoué. Son visage s'est renfrogné. Avant qu'il ne puisse répondre, Sylvie a bondi. Tu te crois si intelligente maintenant parce que tu as acheté une petite maison ? Soyons réalistes, Clémence. Tu as eu de la chance. J'ai ri une fois. Je n'ai pas pu m'en empêcher. De la chance ? Les vacances annulées, les repas bon marché, les journées de travail de 12 heures, les années dans un petit appartement avec des fuites, c'était de la chance ? Ne fais pas l'intelligente avec moi, a claqué Sylvie. Tu n'aurais pas les opportunités que tu as si ce n'était pas pour nous. Pour vous, ai-je dit. Quelle opportunité ? Être envoyé à 8 ans pour que vous n'ayez pas à m'élever ? Ce n'est pas le propos, a aboyé mon père. Nous parlons de maintenant. Nous parlons de Laura. Laura a levé le visage, les yeux humides, les lèvres tremblantes comme si elle s'était entraînée devant le miroir. Elle est enceinte, a dit Sylvie. J'ai regardé Laura une seconde. Je me suis adoucie. D'accord, félicitations, je suppose. Laura a éclaté en sanglots. Mon père s'est avancé comme son garde du corps. Le père est parti. Elle est seule. Elle a besoin d'aide. Une vraie aide. J'ai attendu. Il y avait toujours une demande. Et par vraie aide, ai-je dit lentement, vous entendez de l'argent ? Sylvie s'est penchée en avant. Tu lui donnes la maison. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai fixée, attendant que quelqu'un rie. Personne ne l'a fait. Je suis désolée, ai-je dit. Quoi ? La maison, a répété Sylvie. Tu as 3 chambres. Tu es célibataire, pas d'enfant, tu travailles toujours. Laura a un bébé en route et nulle part où vivre de manière stable. C'est du bon sens. Du bon sens. Comme si céder le premier endroit sur que j'avais jamais possédé était aussi simple que de passer une assiette à quelqu'un au dîner. Mon père a croisé les bras.
La famille prend soin de la famille. Je me suis levée lentement. Comme tu as pris soin de moi. Sa mâchoire s'est serrée. Non, ai-je dit. Parlons de la famille. Tu n'étais pas là quand maman est morte. Tu n'étais pas là quand je pleurais pour m'endormir à l'internat. Tu n'étais pas là pour les anniversaires, les événements scolaires, l'université, rien. Mais maintenant que j'ai quelque chose, je suis soudainement de la famille. La voix de Sylvie s'est élevée. Il s'agit de Laura et du bébé. Non, ai-je dit, il s'agit de vous tous qui pensez que ma vie compte moins parce que je n'ai pas d'enfant. Laura a levé les yeux. Alors, tu ne te soucies pas de moi ou du bébé? Je l'ai regardé un long moment. Je me soucie suffisamment pour offrir de l'aide, de l'argent, un soutien temporaire, peut-être même une chambre d'amis pour une courte période si nous avions des règles claires. Mais je ne vous donne pas ma maison. Le visage de Sylvie s'est tordu. Tu ne t'es jamais soucié de cette famille et cette famille ne s'est jamais souciée de moi jusqu'à ce que j'aie quelque chose que tu voulais. Mon père m'a pointé du doigt. Tu te crois meilleur que nous? Non, ai-je dit en attrapant mes clés. Je pense que j'ai construit quelque chose sans vous, et vous ne supportez pas ça. Laura a commencé à sangloter plus fort. Sylvie m'a traité d'égoïste. Mon père a crié mon nom alors que je me dirigeais vers la porte. Je ne me suis pas retournée. Mais en rentrant chez moi, le soulagement dans ma poitrine était mêlé d'appréhension parce que je les connaissais. Et je savais que ce n'était que le début. Les retombées ont commencé le lendemain matin. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini mon café. Appels, SMS, messages vocaux, chacun plus dramatique que le précédent. Mon père a commencé. Il m'a accusé d'être sans cœur, égoïste et ingrate. Il a dit que j'avais oublié d'où je venais, ce qui était presque drôle étant donné qu'il avait passé la majeure partie de mon enfance à essayer de m'envoyer n'importe où sauf chez moi. Sylvie a suivi avec des messages plus froids et plus méchants. Elle m'a traité d'échec en tant que fille. Elle a dit que j'essayais délibérément de ruiner la vie de Laura. Elle a écrit que refuser de céder ma maison prouvait que je n'avais jamais compris la famille. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Famille. Ce mot semblait signifier quelque chose de très différent pour eux. Pour moi, la famille était censée signifier protection. Pour eux, cela signifiait accès. À midi, la famille élargie s'est jointe à la fête. Des tantes, des oncles, des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont soudainement eu des opinions sur ma maison, mon caractère et ma prétendue responsabilité envers l'enfant à naître de Laura. Une cousine a écrit « Pourquoi n'aiderais-tu pas ta propre sœur ?» J'ai failli répondre « Où étiez-vous tous quand j'avais 8 ans ?» Mais je ne l'ai pas fait. Le silence était la seule dignité qu'il me restait. Puis Sylvie m'a envoyé un email avec des annonces d'appartements. De petits endroits, des endroits bon marché, des endroits éloignés du travail. Chacun était accompagné de petites notes sur leur praticité pour une femme célibataire. En bas, elle a écrit « Tu pourrais facilement vivre dans l'un de ces endroits tout en continuant à aider Laura avec le prêt immobilier. » Je n'ai pas répondu. Il ne voulait pas de compromis. Il voulait une reddition. Quand la pression émotionnelle a échoué, ils sont passés à l'étape supérieure. Un soir, je suis rentrée chez moi et ma clé ne tournait pas dans la serrure. Au début, j'ai pensé que quelque chose avait bloqué. Puis, j'ai vu les éraflures autour de la serrure. L'estomac me noie. J'ai vérifié la caméra de sécurité. Il y avait Sylvie en plein jour, debout sur mon porche, regardant autour d'elle comme si elle possédait l'endroit avant de se pencher sur ma serrure et d'essayer de forcer quelque chose à l'intérieur. Elle n'avait pas l'air nerveuse. C'est ce qui m'a le plus effrayée. Elle avait l'air d'y avoir droit. J'ai appelé un serrurier, j'ai réparé la serrure et j'ai installé une autre caméra face à l'allée. Je n'ai pas appelé mon père tout de suite. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient s'ils pensaient que j'essayais toujours de rester poli. Je l'ai découvert 3 jours plus tard. Je suis entrée dans mon allée et j'ai figé. Mon jardin était détruit. Le petit jardin sur lequel je travaillais depuis des mois était en lambeaux. Des fleurs arrachées. De la terre éparpillée sur le chemin. Des ordures jetées sur la pelouse.
Ma boîte aux lettres cabossée comme si quelqu'un l'avait frappée avec une batte. Pendant un instant, je suis restée assise là, agrippant le volant. Puis j'ai vérifié les images. Sylvie encore. Cette fois, Laura était avec elle. Elles ont ri en le faisant. Laura a filmé des parties de la scène avec son téléphone. Sylvie a pointé la maison comme si elle donnait des instructions. Elles ont passé 20 minutes à détruire le premier endroit que j'avais rendu beau pour moi-même. C'est là que quelque chose en moi s'est figé. J'ai appelé la police. Ils ont pris ma déclaration. Je leur ai montré les images. Ils m'ont dit qu'ils feraient un suivi. Pendant 2 jours, Sylvie et Laura sont restées silencieuses. Puis mon père a appelé, furieux. « Tu as humilié cette famille », a-t-il dit. « Je vous ai humilié », ai-je demandé. « Elles ont détruit ma propriété. »« Tu as appelé la police pour ta propre famille. »« Oui, » ai-je dit, « et je le ferai encore. » Il a raccroché. La semaine qui a suivi a été un tourbillon de harcèlement. Sylvie a menacé de me poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Laura a posté des messages vagues en ligne sur des proches toxiques qui abandonnent des femmes enceintes. Des gens que je connaissais à peine ont commencé à m'envoyer de petites leçons déguisées en sollicitude. Puis mon patron m'a appelé dans son bureau. Quelqu'un lui avait envoyé un email anonyme affirmant que j'étais instable, dangereuse et impliquée dans des activités illégales. Les accusations étaient ridicules, complètement fausses. Mais assise là, écoutant mon patron demander avec précaution s'il y avait quelque chose qu'il devait savoir, j'ai senti l'humiliation me monter au cou. Ils n'essayaient plus seulement de prendre ma maison. Ils essayaient de ruiner la vie qui la payait. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, tremblante de colère. Une note manuscrite était scotchée à ma porte d'entrée. « Il faut qu'on parle, papa. » Je l'ai froissée dans mon poing. Pour la première fois, je n'avais pas peur de ce qu'ils pourraient faire ensuite. J'avais peur de ce que je devrais faire pour les arrêter. La note froissée est restée dans ma main plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Je suis restée dans mon entrée, la fixant, respirant difficilement, essayant de décider si retourner dans cette maison était du courage ou de la stupidité. Toute la partie raisonnable de moi me disait de les bloquer, de tout documenter, de laisser la police s'en occuper et de ne jamais regarder en arrière. Mais une autre partie de moi voulait entendre mon père le dire à voix haute. Je voulais savoir s'il croyait vraiment que Sylvie et Laura avaient le droit de s'immiscer dans ma vie parce que j'avais enfin construit quelque chose dont ils ne pouvaient pas revendiquer le mérite. Le lendemain matin, je me suis rendue chez lui. Les flamants roses en plastique de Sylvie étaient toujours dans le jardin, penchés dans l'herbe comme des témoins ivres. Quelques plantes en pot mourante étaient posées sur les marches. L'endroit tout entier ressemblait exactement à ce que mon enfance avait été, négligé sous une couche de fausses décorations. Je n'ai pas frappé. Mon père était dans le salon, feuilletant les chaînes. Quand il m'a vu, il a souri d'un air suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose juste en me faisant venir là. Alors il a dit, « Tu as enfin décidé d'arrêter d'ignorer ta famille. » Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte. « Tu as dit que nous devions parler. » Son sourire s'est un peu estompé. « Tu as été déraisonnable, » a-t-il dit. Sylvie et Laura sont émotives. Tu sais comment les femmes sont quand un bébé est impliqué. J'ai ri une fois, froidement. N'essayez pas de faire en sorte que cela tourne autour de l'émotion. Elles ont essayé de s'introduire chez moi et ont détruit mon jardin. Il a agité une main comme si je me plaignais d'un café renversé. Sylvie essayait d'attirer ton attention. Elle a bloqué ma serrure. Elle voulait que tu comprennes à quel point c'est sérieux. Et Laura, elle a peur, a-t-il claqué. Elle est enceinte et seule. Elle s'est filmée en train de saccager mon jardin. Le visage de mon père s'est durci. Tu te concentres sur la mauvaise chose. Cette phrase m'a fait quelque chose. Pendant des années, il m'avait dit que je me concentrais sur la mauvaise chose. Quand ma mère me manquait, j'étais dramatique. Quand Sylvie était cruelle, j'étais sensible. Quand l'internat ressemblait à un abandon, j'étais ingrate. Maintenant, quand ma propriété était endommagée et ma sécurité menacée, j'étais toujours d'une manière ou d'une autre le problème. Non,
ai-je dit tranquillement. Pour la première fois, je me concentre sur la bonne chose. Il s'est levé, essayant d'avoir l'air plus grand qu'il ne l'était. Tu penses vraiment que tu peux appeler la police pour ta propre famille? Je l'ai déjà fait. Sa mâchoire a tressailli. Et si Sylvie ou Laura s'approchent à nouveau de ma maison, je porterai plainte. Pas d'avertissement, pas de discussion familiale privée, pas de seconde chance. Tu ruinerais la vie de ta sœur pour des fleurs et une serrure. Je protégerai ma vie de personnes qui pensent que la détruire est une négociation. Pendant un instant, la pièce est devenue silencieuse. Puis Sylvie est apparue dans le couloir, les bras croisés, le visage tordu de mépris. Laura se tenait derrière elle, une main sur son ventre, les yeux rouges mais pas doux. Elle me regardait comme si j'étais le monstre de son histoire. Tu m'as toujours détesté, a chuchoté Laura. Je l'ai regardée. Non, je te connaissais à peine. Il y a une différence. Son visage s'est froissé, mais je ne me suis pas avancée vers elle. Sylvie a sifflé. Petite sorcière égoïste. Mon père s'est interposé entre nous. Clémence, excuse-toi. C'était presque drôle. Après tout, il pensait encore que j'étais venue là pour être corrigée. Non, ai-je dit. Le mot a retenti comme une porte qui se ferme. J'en ai assez de m'excuser d'avoir survécu à cette famille. J'en ai assez d'expliquer pourquoi ma maison est la mienne. J'en ai assez de vous laisser réécrire la négligence comme un sacrifice et le droit comme un besoin. Sylvie a ricané. Grand discours pour quelqu'un qui finira seul. J'ai regardé autour de ce salon, les meubles laids, les fausses fleurs, les photos encadrées où Laura souriait sur chaque photo de vacances et où j'existais à peine. J'étais seule ici aussi, ai-je dit. La différence est que maintenant je le choisis. Je suis partie avant qu'il ne puisse répondre. Pendant 2 jours, il y a eu le silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de publication sur les réseaux sociaux, pas d'étrangers faisant semblant de s'inquiéter. Juste le calme. Je voulais croire que mon avertissement avait fonctionné, mais je ne pouvais pas dormir. Chaque bruit extérieur me faisait me lever. Chaque voiture ralentissant près de mon allée me nouait l'estomac. Je vérifiais les caméras de manière obsessionnelle. Je gardais mon téléphone près de moi à tout moment. Ma maison, l'endroit qui avait autrefois semblé la preuve que j'avais échappé, a commencé à ressembler à quelque chose que les gens encerclaient. Je détestais qu'ils m'aient fait ça. Je détestais de pouvoir rester dans la cuisine. J'ai payé sous le toit que j'avais gagné et je me sentais toujours chassée. À la fin de la semaine, je savais que la paix n'était pas revenue. Le silence n'était pas une fin. C'était une pause. Et d'une certaine manière, au fond de moi, je savais que Laura n'avait pas encore joué sa dernière carte. Cela s'est passé tard un jeudi soir, alors que la maison était enfin assez calme pour que je puisse faire semblant d'être en sécurité. J'avais fait du thé. J'avais enfilé un vieux sweatshirt. J'étais assise sur le canapé, la télévision allumée à faible volume, sans vraiment regarder quoi que ce soit, juste en essayant de laisser mon corps croire que le danger était passé. Puis j'ai entendu des cris dehors. Au début, j'ai cru que c'étaient des voisins qui se disputaient. Une voix d'homme, rauque inégale, déchirant l'obscurité. Puis le son s'est rapproché. Des bottes raclant sur mon trottoir, des mots s'embrouillant de colère. J'ai coupé le son de la télévision. Un autre cri a frappé la fenêtre. Clémence. Mon sang s'est glacé. Je me suis déplacée sur le côté du rideau et j'ai regardé dehors. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant faisait les 100 pas sur ma pelouse, agitant une main comme s'il se disputait avec quelqu'un d'invisible. Il était large d'épaules, le visage rouge et furieux d'une manière qui ne semblait pas répétée. Cela semblait instable. J'ai attrapé mon téléphone avant d'ouvrir la porte. J'ai laissé la chaîne et je l'ai entr'ouverte juste assez pour parler. Puis-je vous aider? Sa tête s'est tournée vers moi. Tu es Clémence, n'est-ce pas? Mon cœur battait déjà la chamade. Qui êtes-vous? Tu sais qui je suis, a-t-il aboyé. Laura m'a tout dit. Bien sûr. Bien sûr, ça ramenait à Laura. J'ai gardé ma voix calme.
Quoi qu'elle vous ait dit, je ne vous connais pas et vous devez quitter ma propriété. Il s'est approché de la porte. Elle a dit que tu lui avais ruiné la vie. Dit que tu lui avais promis un endroit où rester. Promis d'aider avec le bébé. Puis tu t'es désistée parce que tu es jalouse. Je l'ai regardée, stupéfaite. Laura n'avait pas seulement menti. Elle avait donné mon adresse et une histoire à quelqu'un d'assez en colère pour se présenter la nuit. Je ne lui ai jamais promis ma maison, ai-je dit. Je n'ai rien à voir avec ce qu'elle vous a dit. Ne me mens pas, a-t-il crié. Elle a dit que tu te croyais meilleur que tout le monde. Dit que tu essaies de la rendre SDF. Son poing a frappé la porte. Je l'ai claqué et j'ai fermé tous les verrous. Les coups ont commencé immédiatement. Sors d'ici, a-t-il crié. Tu ne peux pas te cacher. Mes mains tremblaient alors que j'appelais la police. Je leur ai donné mon adresse, expliqué qu'un homme me menaçait à ma porte et je suis resté en ligne pendant qu'il continuait à frapper assez fort pour faire trembler l'encadrement. Pendant plusieurs minutes, j'ai honnêtement pensé qu'il pourrait passer à travers. Je suis resté dans mon couloir, tenant une lampe de poche lourde comme si elle pouvait me protéger de tout ce que ma famille avait déchaîné. Quand les sirènes sont enfin arrivées, les coups se sont arrêtés. Par le Judas, j'ai vu l'homme chanceler en arrière alors que les lumières de la police lavaient de rouge et de bleu mon jardin. Il s'est disputé avec les officiers, a pointé ma maison, a crié le nom de Laura et a dit que je lui avais volé quelque chose. Volé. Ce mot m'a presque fait rire, sauf que plus rien n'était drôle. Les officiers ont examiné mes images de sécurité et ont pris ma déclaration. L'un d'eux avait l'air fatigué de la manière dont les gens ont l'air quand ils ont vu trop de disputes familiales devenir dangereuses. Vous devriez envisager de rester ailleurs ce soir, a-t-il dit gentiment. Cette phrase a ouvert quelque chose en moi. Parce qu'il avait raison. Ma maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à une cible avec des fenêtres. Le lendemain matin, j'ai appelé un agent immobilier. Je veux vendre, ai-je dit. Elle a demandé si j'étais sûre. J'ai regardé autour du salon, le canapé que Sylvie avait raillé, les rideaux qu'elle avait détestés, les murs que j'avais peints moi-même, et j'ai senti un chagrin monter si fortement que je pouvais à peine respirer. Non, ai-je dit, mais je dois le faire. Faire mes cartons a été plus difficile que prévu. Chaque carton me semblait une reddition au début, comme si Sylvie avait gagné, comme si Laura avait réussi à empoisonner le seul endroit qui était censé prouver que je leur avais survécu. Mais ensuite mon petit ami Étienne est venu avec des plats à emporter, du ruban adhésif d'emballage et le genre de calme, de constance auquel j'apprenais encore à faire confiance. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il s'est juste assis sur le sol de la cuisine à côté des cartons à moitié faits et a dit « Quitter le danger n'est pas la même chose que perdre ». J'ai retenu cette phrase. Au cours des semaines suivantes, la maison s'est vendue plus vite que prévu. Le marché était bon. L'offre était juste. Mon père a appelé une fois après avoir entendu, mais je n'ai pas répondu. Sylvie a envoyé un dernier message me traitant de dramatique. Laura a posté des messages sur de nouveaux chapitres et des gens montrant leur vraie couleur. Je les ai tous bloqués. Le jour du déménagement, je me suis tenue seule dans le salon vide. La maison résonnait autour de moi. Pas de meubles, pas de bruit familial, pas d'insultes, pas de rire, juste le doux ronronnement du réfrigérateur et ma propre respiration. J'ai parcouru les pièces une dernière fois. La chambre où j'avais dormi avec une oreille ouverte. La cuisine où j'avais autrefois imaginé des matins paisibles. Le jardin où mes fleurs avaient été arrachées par des gens qui pensaient que la douleur était une stratégie. Puis j'ai fermé la porte à clé. Pendant une seconde, j'ai posé ma main dessus. Merci, ai-je murmuré. Parce que même après tout, cette maison m'avait donné quelque chose. Elle m'avait montré ce que je pouvais construire. Elle m'avait montré ce que les gens essaieraient de prendre, et elle m'avait montré que j'étais assez forte pour partir avant qu'ils ne me détruisent avec elle. J'ai déménagé dans une ville tranquille à quelques heures de là. Mon nouvel endroit était plus petit, un appartement avec des murs propres, de bonnes serrures et des fenêtres qui donnaient sur une rangée d'arbres au lieu d'une rue pleine de souvenirs. Ce n'était pas la maison de rêve que j'avais imaginée, mais c'était paisible.
Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Étienne m'a aidé à déballer. Il a placé la vieille photo de ma mère sur l'étagère, la seule chose que Sylvie n'avait jamais réussi à effacer, et a dit, elle serait fière de toi. J'ai pleuré alors, pas bruyamment, pas dramatiquement, juste le genre de larmes qui viennent quand votre corps réalise enfin qu'il n'a plus à se battre. Je ne parle plus à mon père maintenant. Sylvie et Laura sont bloquées partout. Si Laura a le bébé, j'espère que l'enfant sera aimé, protégé et ne sera jamais utilisé comme une arme comme elle a essayé de les utiliser avant même qu'il ne soit né. Parfois, je me demande encore si vendre la maison signifie qu'ils ont gagné. Puis je me souviens de l'homme sur ma pelouse, des lumières de la police, du jardin brisé, de la façon dont mon père m'a regardé dans les yeux et a appelé la destruction famille. Non, ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu l'accès à moi. J'ai perdu une maison, mais j'ai gardé ma vie. J'ai gardé ma raison. J'ai gardé la partie de moi qui croit encore que la maison doit être synonyme de sécurité, pas de punition. Je recommence maintenant. Des matins tranquilles, des portes verrouillées, de nouvelles routines. Une ville où personne ne connaît les excuses de mon père, les mensonges de Sylvie ou les histoires de larmes de Laura. Juste moi, mon travail, ma paix, et un avenir que personne ne peut me réclamer. Parfois, couper les ponts ne suffit pas. Parfois, il faut quitter complètement le champ de bataille. Et quand je suis partie de cette maison pour la dernière fois, je ne me suis pas sentie vaincue. Je me suis sentie libre.